Bonsoir à vous, 30 minutes d'information et de décryptage de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour 20h le rattrapage et bienvenue à notre invité qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Il s'agit de Jean-Luc Glaise, président, bonsoir. Du département de la Gironde. On va débuter par une image de vous hier à l'Assemblée nationale. Vous venez d'apprendre que le gouvernement ne vous suivra pas pour l'expérimentation du revenu de base. C'était un projet que vous portiez à bout de bras depuis plus de 3 ans. Un mot là-dessus. C'est exact. Un projet travaillé longuement avec des scientifiques, avec des universitaires, avec 17 collègues présidents de département, avec simplement la volonté d'expérimenter quelque chose sans dogme, sans certitude, en se demandant finalement si le revenu de base pourrait être une partie des solutions aux revendications aujourd'hui des Gilets jaunes, même si nous avions commencé bien avant. Et donc le regret, sans doute, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu motion de rejet de la majorité. Et donc, même pas de possibilité d'expérimenter quelque chose pour l'évaluer ensuite. Alors, on va justement découvrir pourquoi cette expérimentation du revenu n'a pas été retenue par le gouvernement. Je vous propose d'en découvrir les raisons à travers ce reportage. Manuel Valls, accueilli par Jean-Luc Glaise à l'hôtel du département, c'était en octobre 2016 pour évoquer le revenu de base. Depuis, l'idée a fait son chemin. 18 départements, dont celui de la Gironde, ont participé à l'élaboration d'un projet de loi visant avant tout à automatiser les prestations sociales. Plus du tiers des bénéficiaires du RSA n'y ont pas recours. Et à en élargir l'octroi aux plus jeunes, 25% des 18-24 ans sont sous le seuil de pauvreté. Mais le débat à l'Assemblée n'aura donc pas lieu, les députés ayant rejeté cette proposition de loi socialiste. Exit donc l'expérimentation demandée sur 3 ans, gouvernement et majorité parlementaire n'étant pas opposés à la fusion des prestations sociales, mais pas sans contrepartie. Pour nous, la prestation ne va pas sans l'accompagnement vers l'emploi ou l'activité. C'est sur ce point que nous avons une divergence de fond majeure. On voit qu'aujourd'hui, la politique sociale par rapport au RSA échoue justement à remettre les personnes sur des parcours positifs. Et c'est pour ça qu'il me semble que la solution, on la connaît. La solution, c'est plus d'accompagnement, c'est plus de suivi et c'est pas uniquement un revenu de base. Les socialistes devront donc désormais patienter jusqu'en 2020, date à laquelle Emmanuel Macron a annoncé en septembre dernier la création d'un revenu universel d'activité. Jean-Luc Glaise, je vous voyais réagir pendant la diffusion de ce reportage. En quoi le revenu de base n'est pas compatible avec les valeurs du travail ? Mais il est compatible. Depuis le début, c'est ce que nous défendons. Le fait qu'il puisse justement permettre à nos personnels, nos travailleurs sociaux de plus se consacrer sur les actions d'accompagnement social et d'accompagnement à l'insertion professionnelle et qu'ils puissent aussi aider les personnes qui travaillent, les artisans, les commerçants, les personnes en travail partiel, en saisonnier qui ne gagnent pas suffisamment. L'idée, c'était de compléter leur pouvoir d'achat via un revenu de base. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre ce que j'ai entendu hier, c'est-à-dire pas d'accompagnement social et professionnel. Mais c'est faux. Nous demandons au contraire la possibilité d'aller plus loin dans l'accompagnement social. Puis je vais vous dire une chose. Si l'État payait au département ce qu'il doit en matière de reste à charge des allocations de solidarité, nous pourrions décupler les moyens des travailleurs sociaux pour mieux accompagner et mieux insérer dans l'emploi. Évidemment, le travail, c'est un facteur de dignité personnelle, c'est un facteur d'épanouissement et d'émancipation. Donc pour nous, le travail fait partie des valeurs que nous portons. Mais par contre, nous verrons ce que donnera le revenu universel d'activité. La coercition, la manière de poser une espèce de guillotine sur les mesures d'accompagnement ne nous paraît pas une bonne solution aujourd'hui. Quelle est justement la différence entre le revenu de base que vous proposiez et le revenu universel d'Emmanuel Macron ? Alors d'abord, la grande différence, c'est que le revenu de base, nous l'avons travaillé et que le revenu universel d'activité, aujourd'hui, nous n'en connaissons pas les contours. Peut-être qu'il va s'en inspirer du revenu de base. En tout cas, nous pensons peut-être que le revenu universel d'activité est quelque part venu aussi de cette démarche que nous avons portée. Dans les différences fondamentales qui sont relevées, il y a la question d'abord de l'inclusion des jeunes de 18 à 25 ans. Le gouvernement semble hésitant, en tout cas, sur le sujet. Et ensuite, il y a la question de ce qu'on appelle l'inconditionnalité, c'est-à-dire ne pas demander de contrepartie, mais par contre engager dans une forme de contrat social la personne bénéficiaire du revenu de base pour faire en sorte qu'elle se dirige vers une démarche d'intégration dans l'emploi. Donc ce sont les deux différences majeures, mais je pense que nous pouvions trouver une solution d'expérimentation, y compris, nous l'avons proposé à la secrétaire d'État, d'expérimenter à la fois le revenu universel d'activité du président Macron et le revenu de base que nous portions. Sur les 18 départements. Bien sûr, nous expérimentons, nous évaluons, et si une solution est meilleure que l'autre, eh bien à ce moment-là, il faudra l'utiliser.
On va poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité. Une semaine riche sur le plan social également. Et on commence avec la Gironde, un département qui vous concerne particulièrement. À Blanquefort, la préfecture a annoncé le rejet du plan de sauvegarde de l'emploi de Ford. Un soulagement pour les salariés. On regarde et on en parle juste après. La décision est tombée dans le sens espéré par les salariés, l'État et les collectivités. Le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été homologué par la Directe et Ford va devoir revoir sa copie. Ça permet de se remettre autour de la table, d'envoyer un signal fort aussi à la direction de Ford en disant l'État ne veut pas lâcher comme ça et vous laisser faire un plan de licenciement qui ne se justifie pas aujourd'hui. Cette non-homologation est un signal que les pouvoirs publics, on envoie aux clients potentiels de Punch. Parce que c'est ça, bien évidemment, qui compte. Jusqu'à présent, on avait simplement le rouleau compresseur de cet énorme constructeur qui est Ford, qui savait dire qu'une chose, non, 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 non. Nous, pouvoirs publics, on essaie de montrer aux clients qu'il y a vraiment des garanties de compétitivité, il y a des garanties de savoir-faire et donc des garanties de bons produits pour eux. Syndicats, État et collectivités disposent donc désormais de quelques semaines de répit, une période qu'ils comptent mettre à profit pour infléchir la décision du constructeur automobile. Ford, entreprise emblématique dans le département, dans la région, au niveau même du territoire national, peut-on encore la sauver ? En tout cas, il nous semble que l'offre de Punch était une offre intéressante et surtout qu'il y a un savoir-faire, une expertise de la part d'un certain nombre de salariés qui sont présents, les 850 salariés qui sont présents dans l'entreprise, qui serait une perte catastrophique, alors qu'ils ont donc ce savoir-faire et qu'ils pourraient le mettre à profit d'une autre activité économique. Il y a ensuite la friche industrielle également. Et ce que dit le maire de Blanquefort est juste. Il faut aujourd'hui démontrer que cette reprise de Punch est une reprise qui a du sens, qui est crédible, et il faut que Ford arrête de répondre non systématiquement et prenne en compte cette offre-là qui nous semble tout à fait porteuse. 2 millions d'euros avaient été versés par le département à Ford, justement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Est-ce que vous êtes en mesure de réclamer cet argent-là, puisque le contrat n'est visiblement pas rempli ? Alors 2 millions d'euros, c'est la somme que nous avions votée. Tout n'avait pas été versé puisqu'il restait à peu près 600 000 euros à verser. Il est clair que les 600 000 euros, bien sûr, nous ne les verserons pas. Par contre, sur les montants qui ont déjà été attribués à Ford, j'ai engagé un recours. En fait, très exactement, j'ai émis un titre de recette auprès du Trésor public. Le Trésor public réclame à Ford ces sommes-là. Et Ford vient de nous écrire en nous disant évidemment qu'il n'était pas d'accord et qu'il souhaitait s'engager dans un contentieux. Donc nous irons au contentieux avec Ford, pas de problème. Direction la souterraine dans la Creuse à présent. Les salariés dont nous allons vous parler sont passés par là des mois et des mois de négociations parfois houleuses et au bout des licenciements. Alors que sont devenus les salariés licenciés du sous-traitant automobile GMS ? 156 ont été mis à la porte à l'automne 2017. En Creuse, l'usine de la souterraine industrie, ex-GMS, tourne au ralenti et les 156 ouvriers licenciés doivent relever la tête. Didier Tournois, 50 ans, en fait partie. Après un déménagement dans l'Indre et 2 CDD, il est au chômage. Selon lui, des patrons préfèrent aujourd'hui éviter de recruter d'anciens GMS. On a toujours cette étiquette GMS derrière nous. Donc là-dessus, on ne pourra pas l'enlever tout de suite. Il nous a même été conseillé de mettre le nom de la société carrément, de ne pas mettre GMS pour justement que les patrons ne sachent pas trop qui nous sommes. Certaines personnes vous le disent carrément, quoi. Ils ont peur, quoi, de ce qu'ils ont vu à la télé surtout. Plus d'1 an après le plan de licenciement et les reclassements, seuls 32 employés sont aujourd'hui en CDI, une quarantaine au chômage, moins d'une cinquantaine en CDD. Je te présente le produit. En visite chez un client, David Gunter, 34 ans. Il se reconvertit comme VRP pour une société d'objets publicitaires, payé à la commission sans salaire fixe. C'est un pari, puisqu'aujourd'hui, on le sait, pour se faire un portefeuille client, il faut à peu près 1 an pour espérer avoir un salaire décent. Un salaire toujours impacté par les frais de transport pour tous ceux qui n'ont pas trouvé de travail localement. D'aller travailler à Limoges ou à Châteauroux, c'est tout de suite une grosse partie du salaire qui part dans l'essence ou voilà, dans la consommation du véhicule. Donc voilà, c'est à peu près 300 € sur un salaire pour juste aller travailler. C'est très compliqué. Le principal syndicat de l'usine continue de se battre pour obtenir des constructeurs le versement de primes supplémentaires. Quand on demandait une prime supralégale,
c'était pas pour nous faire plaisir, pour partir en vacances. C'était justement pour que les gens se retournent, finir de payer le crédit de maison ou autre, pour qu'ils puissent peut-être partir. Mais là, avec juste la prime légale, il n'y a pas moyen de se retourner. Dans son garage aménagé en atelier, Guy Jamet a créé sa micro-entreprise d'impression hydrographique après une formation. Dans 4 ans, si tout va bien, il pourra partir en retraite après 35 ans à l'usine. Bien sûr, je pense à mes collègues qui sont, enfin, ceux que je connaissais bien, qui sont là-haut. Et voilà, donc on se voit encore. Hein. Mais pour moi, oui, ici, maintenant, c'est ici. Voilà, c'est pas ailleurs. La période de reclassement vient d'être prolongée de 6 mois. Pour les anciens GMS précaires, le temps est désormais compté pour retrouver un emploi stable. Jean-Luc Glaise, on entend dans le reportage, la marque GMS semble faire peur aux employeurs. Oui, enfin, je ne connais pas exactement ce dossier précis. J'ai essayé de penser à Ford. Je me dis que Ford apporterait plutôt l'image, me semble-t-il, d'un savoir-faire, de compétences qui ont été acquises souvent par des agents, par des salariés qui sont là depuis longtemps. Donc il me semble que l'étiquette Ford, en l'occurrence, ne serait pas discriminante négativement. Mais là, j'entends cette difficulté qui est sans doute liée au conflit social qui a dû avoir lieu, j'imagine, consécutivement aux questions de fermeture. C'est terrible parce qu'on lutte quand même contre la discrimination sous différentes formes dans le cadre de l'embauche. Il me semble que ce n'est pas parce qu'un salarié est étiqueté GMS qu'il doit être refusé dans une entreprise. Et je me demandais ce que vous pensez de cette initiative. On va le découvrir sur ces images des anciens salariés de l'usine GMS, justement, qui continuent leur action pour présenter la proposition de loi qu'ils ont rédigée. Ils ont été reçus cette semaine à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques. Et cette proposition de loi, eh bien, elle vise à responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants. Ça rappelle aussi la situation un peu à Blanquefort et à Ford. Oui, tout à fait. D'abord, je les trouve courageux d'aller déposer une proposition de loi parce que j'ai vu ce que c'était pour le revenu de base. C'est quand même un sacré travail et il faut du courage certainement pour eux. Et puis après, sur la question des sous-traitants et donneurs d'ordre, je pense que c'est un vrai sujet. Nous l'avons par exemple dans le cadre des marchés publics départementaux. Nous accordons des marchés publics parfois dans ce qu'on appelle des contrats globaux, donc qui sont accordés à un grand groupe. Et le grand groupe prend des sous-traitants. Et pour nous, le sujet, c'est de savoir comment cette sous-traitance est traitée. Comment elle trouve aussi ses marges personnelles pour pouvoir bien rémunérer ses salariés. Comment nous garantissons que le traitement social des salariés soit correctement réalisé également. Donc c'est un vrai sujet de fond que nous pouvons avoir aussi, nous, au niveau des marchés publics. On va passer à l'autre actualité de la semaine avec la tenue des grands débats partout en France. À Pau, par exemple, plus de 500 personnes étaient réunies pour le premier des 5 actes de ce grand débat national. La salle était pleine et le débat a duré 6 heures. 6 heures de discussion parfois houleuses. Tu les laisses parler ou pas? Merde! Et souvent émouvantes. Moi, je veux pouvoir vivre du travail. Je n'ai pas envie de faire l'aumône. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire là? Qu'est-ce que je suis obligée de faire? De dévoiler tout ce genre de choses devant des gens que je ne connais pas. Et vous croyez que c'est bien? Quelques gilets jaunes sont présents. Certains déçus partent au bout d'une heure, mais la plupart des participants restent. Dans la salle, tous les âges, tous les milieux. Je suis demandeur d'emploi depuis avril 2018. Le public, le privé, c'est la même galère. Moi, je suis une maman célibataire, découvert à partir du 15 et avec un peu de chance des fois le 20. Quelques problématiques se dessinent. Le régime social des indépendants, le chômage, les retraites. Au final, de nombreuses prises de parole et quelques propositions plus ou moins bien accueillies. Il est censé être représenté par l'Assemblée nationale. Or, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle représente l'ensemble du peuple français. Donc, moi, ce que je propose, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est qu'on peut déjà être tiré au sort pour être juré d'assises. On pourrait parfaitement être tiré au sort pour participer au gouvernement. Eh bien, moi, je suis en désaccord complet. Je trouve que le tirage au sort, c'est l'abandon de la responsabilité d'un citoyen. À minuit, la discussion s'achève, mais beaucoup sont encore circonspects. C'est toujours utile, mais de là arriver à du concret, je pense qu'on retiendra un maximum, 1% à 10% des propositions. 4 autres débats publics sont prévus à Pau. Au programme, l'organisation de l'État ou encore la transition écologique. Un maire qui prend note, celui de Pau en l'occurrence. Jean-Luc Glaise, vous avez été longtemps maire de Capcieux. Vous auriez organisé de tels débats chez vous?
Alors, sur Captieux, je suis encore adjoint, donc il y a un cahier de doléances qui a été déposé. Je pense que sur les débats, il faut être capable de les animer. Il faut être capable de les accompagner. C'est compliqué de mener un débat comme celui-ci parce qu'il y a une grande diversité dans les prises de position, dans les attentes. Il ne faut pas que les maires non plus soient pris en otage du gouvernement, parce qu'en réalité, beaucoup des attentes vont sans doute être exprimées à l'égard du gouvernement, à l'égard d'une évolution de loi, etc. Donc je pense qu'il faut être précautionneux dans la manière d'organiser ces débats. Et donc je pense que chaque maire ensuite prend sa responsabilité en connaissance de cause, mais il faut leur garantir... Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que vous les auriez organisées? Je les aurais peut-être organisées avec la certitude d'avoir une animation qui soit assurée par quelqu'un de l'État et qui puisse prendre la responsabilité intermédiaire de récupérer les doléances et ensuite d'aller les porter au niveau national. Parce que je pense que ça n'est pas à l'échelon local à porter cette responsabilité-là. Voici à présent une question d'engagement, ou plutôt dans le cas présent de désengagement des pouvoirs publics. Cela se passe à Limoges, où depuis début janvier, le point d'accès aux droits des étrangers ne fonctionne plus. Le centre était financé par l'État et mis à disposition par le conseil départemental de la Haute-Vienne. Ce bâtiment, vide aujourd'hui, accueillait des centaines d'étrangers par an. Le numéro que vous devez composer n'est pas attribué. C'est ici que le PAD était établi, le point d'accès aux droits des étrangers, une structure chargée de les accompagner dans leur démarche. Cette avocate traite de nombreux dossiers de migrants. Depuis que le service a fermé, elle pointe une défaillance administrative. Les conséquences, il n'y a plus d'accès aux droits pour les étrangers. Voilà, donc c'est un grave préjudice pour eux. On ne peut pas apporter l'équivalent, nous, avocats, ou les associations qui gravitent autour du droit des étrangers, on ne peut pas apporter l'équivalence du travail qui était fait par le PAD. Alors, qui est responsable de cette fermeture ? C'est le département qui mettait à disposition le bâtiment du PAD ainsi qu'une salariée. Pourtant, l'accueil des étrangers est une compétence de l'État. Ça ferme parce qu'on est contraint par l'État. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons plus prendre les responsabilités de l'État dans le contexte budgétaire actuel. Donc nous sommes obligés de faire des choix et face à ça, nous avons décidé de nous recentrer sur nos politiques. À SOS Racisme Limoges, plus de 500 migrants sont accompagnés par an. La disparition du point d'accès aux droits des étrangers va lourdement peser. Malheureusement, les associations ne peuvent pas tout prendre en charge. Déjà, il faut avoir les compétences juridiques pour pouvoir aiguiller ces personnes, mais aussi, malheureusement, les emplois associatifs sont des emplois qui ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Et donc, par exemple, mon emploi à moi est financé jusqu'à la fin de l'année 2020, mais après, il n'y aura plus de financement, donc il ne pourra plus avoir un poste de juriste à SOS Racisme. Une structure d'autant plus indispensable qu'en Haute-Vienne, le nombre de migrants mineurs non accompagnés a été multiplié par plus de 5 en 4 ans. Jean-Luc Glaise, je le rappelle, vous êtes donc président du conseil départemental de la Gironde. On en demande trop au département ? C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, d'une manière assez perverse, transfère un certain nombre de responsabilités qui sont les siennes vers notamment les départements. Nous avons fait, nous, un calcul en Gironde, et je l'ai exprimé lors du vote du budget primitif 2019, en décembre dernier. L'État, aujourd'hui, nous doit 142 millions d'euros de compétences qui relèvent de sa responsabilité et qu'il nous oblige à prendre en charge sur le terrain. Et donc ça, c'est effectivement inacceptable. Je comprends la réaction de la Haute-Vienne qui prend en charge, en lieu et compte de l'État, une responsabilité qui n'est pas la sienne. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas nous demander de contraindre nos dépenses de fonctionnement pour contribuer aux économies nationales et en même temps nous transférer de façon induite un certain nombre de charges. Donc ça n'est effectivement pas acceptable. On va parler aménagement du territoire et de son attractivité. Il en est question dans le sujet à suivre. Dans la Vienne, à Charroux, le seul médecin généraliste a fait ses cartons le week-end dernier. À proximité, d'autres communes s'organisent pour éviter une telle situation. Comme un symbole, la plus ancienne maison médicale de la Vienne vient de perdre son dernier médecin généraliste. Et avec elle, c'est toute la commune de 1000 habitants qui se retrouve orpheline. Plus aucun docteur. Un petit séisme à Charroux. Le médecin qui s'en va, c'est effectivement de l'angoisse. C'est un médecin qui était là déjà depuis 5 ans, qui donc a une patientèle fidèle. Et ces patients se posent un tas de questions. Ils veulent savoir s'il y aura une autre offre de soins sur Charroux. Dans la seule pharmacie du village, un homme s'inquiète, lui aussi. Le dernier médecin parti, c'est son commerce qui pourrait à présent péricliter. L'absence de médecins
c'est une diminution de 30 ou 40% de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires. Les conséquences, c'est que dans 15 jours, la préparatrice va s'en aller. On a procédé à un licenciement économique parce que il faut faire un choix entre rembourser le crédit de la pharmacie et payer des salaires. Et pour cause, ce sont 900 patients qui pourraient bien aller consulter à 13 km de là, à Mauprévoir. Ici, l'ancienne poste s'apprête à devenir une maison médicale. Le nouveau médecin fait le tour du propriétaire et les travaux ne sont pas finis que déjà, les rendez-vous s'accumulent. Pour rester dans le circuit de santé, il faut un médecin traitant. Donc sinon, pas de médecin traitant, tout s'arrête. Les gens appellent tous les jours, ils viennent taper à la porte tous les jours. Et donc, c'est pour ça que, normalement, nous ouvrirons le 18 février prochain. Dans cette maison médicale, 5 professionnels sont attendus, ainsi qu'une secrétaire anglophone. De quoi rassurer la population vieillissante et en partie britannique de Mauprévoir. C'est la certitude d'avoir des soins le plus proche possible d'eux et d'avoir cette possibilité, cette garantie même de rester à domicile le plus longtemps possible. Reste pour l'heure à recruter un second généraliste, un orthophoniste ainsi qu'un podologue. La désertification médicale, voilà un dossier qui s'est rajouté sur les bureaux des maires, mais aussi des conseils départementaux. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce sujet des fractures territoriales qu'émettent notamment les Gilets jaunes sur la différence entre des secteurs qui sont bien pourvus dans services de façon globale et notamment médicaux et ceux qui ne le sont pas. C'est une vraie difficulté pour des communes comme celle-ci d'aller trouver des généralistes, et on le voit, il en manque un deuxième. Et ensuite, c'est de l'investissement public, parce qu'il faut quelque part que le public supplée, la commune, le département, parfois la région, parfois l'État, supplée effectivement à une carence finalement qui relève du privé, des médecins libéraux, qu'on n'arrive plus à trouver parce que les campagnes ne sont pas suffisamment attractives et qu'aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à se regrouper sur les villes, même si les villes ne sont pas toujours bien pourvues non plus. Vous regardez 20h le rattrapage, notre invité Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde, et nous allons prendre ensemble un bol d'air pur, le phare de Cordouan, proposé par la France pour intégrer la très prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La nouvelle est tombée cette semaine. À 7 km des côtes charentaises et girondines, on le surnomme encore parfois le Versailles de la mer. Érigé en 1611, du haut de ses 68 mètres, le phare de Cordouan serait l'un des plus vieux d'Europe et assurément l'un des plus beaux. Une prouesse architecturale qui fait l'objet de toutes les attentions chaque année, entre octobre et avril, une vaste campagne de restauration prévue jusqu'en 2021. Son caractère unique lui vaut de concourir pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une liste prestigieuse qui ne compte qu'un seul phare, avec celui de la Corogne en Espagne. Classé monument historique depuis 1862, le phare de Cordouan, toujours gardienné, réjouit aussi depuis longtemps les visiteurs. Ils sont plus de 20 000 par an. Intégrer la liste du patrimoine mondial lui permettrait d'attirer encore plus de monde au fil de ses 311 marches. Visible jusqu'à 40 km en mer, la lumière et l'aura de Cordouan pourraient alors briller bien au-delà de nos frontières. Et parmi ceux qui ont œuvré activement pour cette nomination, Pascal Gau, vice-président du syndicat mixte de l'estuaire de la Gironde. Nous avons pu l'interroger. On l'écoute. C'est un phare assez exceptionnel en termes historiques, en termes technologiques, et puis surtout, c'est aussi le seul phare au monde encore habité de pleine mer. Et il est beaucoup comparé dans son prestige au fameux phare d'Alexandrie. On a fait reconnaître sa valeur exceptionnelle universelle. Et puis ensuite, on a créé tout un plan de gestion autour de Cordouan, à la fois en mer et en terre, et à terre, pour le valoriser. Et puis nous avons défini un périmètre de protection. Donc c'est l'ensemble de ces critères qui ont été jugés valables par la Commission nationale des biens français à l'UNESCO. La décision, bien, il y a une procédure de 18 mois. On peut espérer sur juillet 2020 si tout va bien. Réponse donc dans 1 an et demi. Jean-Luc Glaise, c'est plutôt une belle publicité, une belle image pour la Nouvelle-Aquitaine et pour la Gironde. En tout cas, c'est une excellente nouvelle parce que Pascal Gau, Dominique Bussereau, moi-même, nous nous sommes beaucoup engagés autour de ce dossier. Et donc, évidemment, pour moi, c'est un des lieux absolument magiques de Gironde. Et donc, j'invite tous ceux qui le peuvent d'aller le visiter. Mais en tout cas, nous espérons que ce classement sera effectivement reconnu et à ce moment-là, nous permettra de mieux faire connaître ce phare, qui est quand même un phare hors du commun parce
Pascal Gau évoquait le phare d'Alexandrie. Je pense que nous sommes quasiment sur ce genre de monument. On va terminer par un sujet qui a retenu particulièrement votre attention sur les réseaux sociaux, des biscuits au grillon. L'idée est limousine, c'est l'instant web. Voilà, Jean-Luc Glaise, des biscuits au grillon, ça vous inspire ? Alors, j'ai eu l'occasion de goûter une fois des grillons séchés, donc c'est effectivement une expérience en soi. Après, je pense que chacun est libre de manger de la manière dont il le souhaite. Bon, issu évidemment d'un secteur sud-girondin avec la race basadaise, j'adore aussi une bonne entrecôte, donc très clairement, je suis plutôt vers ce type d'alimentation-là, mais après tout, pourquoi pas, si certains y trouvent leur compte, et c'est peut-être aussi des sujets d'alimentation de demain. Avant de nous quitter, c'est la tradition dans cette émission, une image que vous retiendrez de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine ? Oh ben, très clairement pour moi c'est Cordouan parce que c'était effectivement une très très bonne nouvelle pour la Gironde, une bonne nouvelle aussi pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, j'espère que nous sommes en bonne voie pour ce classement UNESCO. Merci en tout cas d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci, je rappelle donc que vous êtes président du conseil départemental de la Gironde. On se retrouve quant à nous samedi prochain pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Excellente semaine à vous.